On a tous déjà lu un texte qui nous a fait changer d'avis, n'est-ce pas? Mais comment ça marche au juste? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces mécanismes. C'est une compétence super utile, que ce soit pour les cours ou juste et bien pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Il faut voir cette analyse comme une sorte de boîte à outils. L'idée, c'est de ne plus lire passivement, mais de devenir une sorte de détective. On va chercher les indices, révéler les stratégies qui se cachent derrière les mots. Bref, comprendre comment un auteur essaye d'orienter une opinion. Bon, alors c'est parti, on commence par les bases de chez base, les 4 piliers. Sans ça, pas d'argumentation qui tienne la route. Premier pilier, le thème. C'est tout simple, c'est de quoi on parle, le sujet général. Si un texte aborde l'écologie, eh bien, le thème c'est l'écologie. Ça pose le décor en quelque sorte. Deuxième pilier, la thèse. C'est l'avis de l'auteur sur le thème. Si le thème c'est l'écologie, la thèse pourrait être, par exemple, il faut absolument interdire les voitures en ville. C'est le point de vue que l'auteur va défendre. Et d'ailleurs, un texte peut défendre une thèse tout en démolissant une autre. Ok, on a une thèse, mais pourquoi devrait-on y croire? C'est là qu'interviennent les arguments, ce sont les raisons, les preuves logiques. Pour notre histoire de voiture, un bon argument serait moins de voitures en ville, c'est moins de pollution de l'air et ça, c'est meilleur pour la santé de tout le monde. Et le dernier pilier, pour que tout ça devienne bien concret, ce sont les exemples. Un argument, c'est bien, mais un exemple, ça parle. Toujours sur la pollution, on pourrait citer le cas de Pontevedra en Espagne. Là-bas, ils ont interdit les voitures. Résultat, moins 67% de pollution. Voilà, l'argument est prouvé et nos 4 piliers sont en place. Maintenant qu'on a les briques, voyons comment on construit le mur. On va plonger dans la mécanique, les rouages qui font que tout ça s'articule de manière logique. Ce qui est fascinant, c'est de voir qu'il y a plusieurs manières de jouer. D'un côté, on a l'argument d'autorité, on s'appuie sur quelqu'un de respecté, un expert, un rapport scientifique. Et à l'opposé, on a l'argument ad hominem. Là, on change complètement de tactique. On n'attaque plus les idées, mais la personne. Du style, lui, il est trop jeune pour qu'on l'écoute. C'est une attaque personnelle. La logique d'un auteur, ce n'est pas juste une ligne droite. Elle peut prendre plusieurs chemins. Le raisonnement déductif, c'est un peu comme un entonnoir. On part d'une grande idée générale pour arriver à un cas précis. L'inductif, lui, fait tout le contraire. Et puis, il y a le concessif qui est assez fin. On dit à son adversaire « oui, sur ce point, d'accord », pour mieux le contrer juste après. Très habile. Et le petit truc qui relie tout ça, qui rend le discours fluide, ce sont les connecteurs logiques. Des petits mots tout simples comme « car »,« donc »,« mais »,« pourtant », c'est un peu le ciment, la colle de l'argumentation. Sans eux, on aurait juste une pile de briques. Avec eux, on a un mur solide. Ok, on a vu la mécanique, les pièces du moteur. Maintenant, on prend un peu de recul. On passe au niveau supérieur, la stratégie. Comment est-ce qu'on utilise tout ça pour vraiment influencer les gens? Et pour ça, il faut remonter loin jusqu'aux Grecs anciens. Ils avaient déjà tout pigé. Ils ont identifié 3 grands leviers. Le logos, on parle à la raison, à la logique. Le pathos, là on vise le cœur, les émotions. Et l'éthos, c'est l'image, la crédibilité de la personne qui parle. Le plus fou, c'est que ces 3 piliers sont encore la base de tout aujourd'hui. Et ça nous amène à une distinction super importante. Convaincre et persuader. Ce n'est pas la même chose. Convaincre, c'est s'adresser à la tête. On utilise des faits, des chiffres, de la pure logique. Persuader, c'est parler au cœur. On va chercher les émotions, l'empathie. Évidemment, les meilleurs orateurs, ils font les deux en même temps. Mais attention, l'argumentation, ce n'est pas toujours un combat. Parfois, l'objectif, c'est juste de réfléchir, de peser le pour et le contre, d'explorer différentes options. Un peu comme quand on doit prendre une grande décision et qu'on fait la liste des avantages et des inconvénients dans sa tête. Eh bien, ce processus a un nom, c'est la délibération. Allez, dernière partie, on va s'intéresser à la voix de l'auteur, comment est-ce qu'on peut la sentir dans le texte et deviner ce qu'il a vraiment en tête. Parce qu'un auteur n'est presque jamais totalement neutre. Il y a une énorme différence entre dire « il est possible que » et affirmer « il est certain que ». Tous ces petits mots, ces points d'exclamation qui montrent le degré de certitude, le doute, tout ça c'est la modalisation. Ce sont les empreintes de l'auteur dans son texte. Et tous ces choix de style, eh bien ils construisent quelque chose dont on a déjà parlé, l'éthos de l'auteur. L'image qu'il projette. Est-ce qu'il a l'air mesuré, passionné, sincère? Toute sa crédibilité se joue là-dessus. L'auteur a aussi un choix stratégique à faire. Est-ce qu'il annonce la couleur directement? C'est l'argumentation directe. Ou alors, est-ce qu'il est plus malin et cache son message dans une histoire? Ça, c'est l'argumentation indirecte. C'est beaucoup plus subtil et ça nous demande, à nous lecteurs, de jouer les détectives. Et pourquoi utiliser une histoire? Parfois, c'est pour qu'on s'en souvienne mieux.
Une bonne fable, ça marque les esprits. Ou alors, c'est pour dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire, pour contourner la censure. La forme la plus célèbre, c'est l'apologue. Ça regroupe plein de choses, les fables, les contes philosophiques, ou même les dystopies. Donc, pour résumer tout ça, analyser un texte argumentatif, c'est vraiment ça. C'est décoder une intention. C'est aller au-delà de la surface des mots pour comprendre comment et pourquoi on essaye de nous faire penser quelque chose. Voilà, la boîte à outils est complète. Maintenant, la capacité à décrypter les mécanismes de l'influence est entre nos mains. La prochaine fois qu'un texte ou un discours passera sous nos yeux, quelle sera la première chose qu'on cherchera à y déceler ?